quand je suis arrivé au conservatoire occitan, musique écrite, zéro. Mon premier contact avec la musique écrite, je dis bien musique écrite, celle officielle, dont la majeure partie de vous possède directement et peut-être majoritairement encore, hasard, au collège, dans la région parisienne en plus, dans la situation, je vais y revenir après, de faire partie des quelques élèves qui venaient du sud, le fils de l'Auvergnat, l'autre, etc., etc. Et tout, voilà, ça c'était des gens à part. Et en plus, quand on nous enseigne avec le cours de musique de la sixième, qui avait continué par la prof de maths, qui avait plutôt envie de nous faire des maths, et qu'on est un stigmate. Est-ce qu'on y pense à ça? Un stigmate, quand plus on fixe les lignes de portée et qu'on cherche à voir si la note noire ou surtout la blanche, elle est sur la ligne ou à côté de la ligne ou en dessous, plus on la fixe, plus on voit les lignes se multiplier. Donc, mauvais élève, c'est complètement faux. Au fond de la classe, on ne veut plus vous voir. Voilà pour le contact avec la musique. Mais pourtant, j'avais, donc en sixième, je vais dire que j'avais une bonne douzaine d'années d'imprégnation musicale. Alors, c'est le hasard de la vie, c'est une chance d'imprégnation musicale et de pluriculturalité. C'est des mots à la mode, je ne le savais pas. Les gens qui étaient autour de moi ne savaient pas que ça s'appelait comme ça. Mais je suis né à 20 mètres de la Méditerranée. Au fond de la cour, il y avait les cailloux et les vagues. D'une mère d'origine catalane. Le village tout entier était de langue catalane, dialecte ménorquin plus particulièrement, et pratiquait encore énormément les traditions ménorquines. Il y a maintenant une petite dizaine d'années, est sorti un livre en Catalogne, à Barcelone, édité par Montserrat, avec une étudiante à qui j'ai refilé tout le matériel que j'avais sur la question, qui a été édité là-dessus, sur les traditions ménorquines autour d'Algérie. Albert Camus en possédait d'ailleurs, sa mère était de cette lignée. Donc en grandissant, il jouait entre la plage et les champs de roseaux. Ça a commencé à vous dire quelque chose déjà pour la musique. Pour moi, c'était le matériel de base. Le matériel pour faire de tout, c'est-à-dire de siffler le roseau. Ah, vous dites, ah, les anges. Non, si on faisait des brochettes, par exemple, sur le feu, il fallait prendre des roseaux verts, parce que ça ne brûle pas au moins, les couper en lamelles, comme ça, 4, et puis on faisait une petite pointe et on mettait les morceaux de viande sur la braise. Voilà, les roseaux, c'est ça. On joue aux cabanes, comme les gosses. Les roseaux, oui. Mais bon, bien sûr, pour jouer avec les roseaux et tout, on savait en faire des sifflets. On savait avec la pointe faire des mouches pour embêter, par exemple, les grands quand ils prenaient le soleil à la plage. En y réfléchissant après coup, je me suis dit, quel était mon premier instrument de musique? Premier instrument de musique, des petites castagnettes, faites comme ça, avec les coquillages trouvés sur la plage. C'était abondant. En plus, ils ont naturellement une usure, avec un trou qui fait qu'on y mettait un vieux cordon de lacet, et clac, clac, clac. Et ensuite, comme instrument de musique, dès qu'on était un petit peu plus grand, c'est-à-dire que autour de 5-6 ans, on faisait les sifflets avec les noyaux d'abricot, ça c'était le plus commun possible, et les flûtes de pan. Flûte de pan en roseau. Et alors, une abomination, quand j'étais au conservatoire occitan et tout, c'est faux, qu'est-ce qu'on peut faire des instruments? La flûte de pan et d'autres, et toujours c'est faux, c'est faux, c'est faux. Et puis j'ai eu la chance, bien plus tard, de connaître un ethnomusicologue d'envergure internationale qui malheureusement est mort dans des tristes conditions, mais quelques-uns d'entre vous l'ont connu, Peter Crow, qui lui avait fait de l'ethnomusicologie en Papouasie-Nouvelle-Guinée. Et il m'avait expliqué, justement, quand j'avais parlé de ces flûtes de pan, il m'a dit, mais les flûtes de pan, elles n'ont pas du do, ré, mi, fa, sol, la, si, do, avec des tons et des demi-tons, des choses comme ça. Il dit, les flûtes de pan, c'est, je fais une flûte de pan parce que j'ai de mon coude jusqu'à mon majeur cette grande note de base, et ensuite j'ai des divisions par rapport à la distance de mes doigts et les jointures de mes os du bras. Et la flûte de pan est faite comme ça. Et on va jouer à 4 personnes qui vont chacune faire sa flûte de pan comme ça. Et donc, par rapport à des diapasons, machin et tout, etc., que vous connaissez beaucoup mieux que moi, c'est peut-être abominable. Mais alors ces choses-là, quand elles arrivent en Europe, bon, ça commence à faire il y a longtemps, les flûtards et arrêts, ah, chouette, super, cool, génial, mec, etc. C'est comme ça qu'on disait, et tout. Et puis si après on dit une flûte méditerranéenne qui est faite parce que quand vous regardez bien le roseau, vous voyez que vers le haut du roseau, la distance entre les nœuds est extrêmement régulière et progressive, et le diamètre est aussi extrêmement régulier et progressif. Et bien on prenait ça, et on en prenait au moins 5 ou 6, 8 de préférence, vous voyez pourquoi, et on les mettait en flûte de pan, et on avait une flûte de pan qui était, où la gamme était donnée par le roseau lui-même, par la plante.
Oui. On reste sur la collecte. Voilà. Non, mais justement, ça c'est déjà l'acquis qu'on a. Hein, c'est l'acquis qu'on a avec toutes ces choses-là. Ce qui fait qu'après, quand on voit justement bon, les étapes, au point de vue linguistique, j'entendais du catalan, du français et de l'arabe aussi, en bonne quantité. Et à l'âge de 10 ans, ça compte par exemple une des premières expériences qu'on a fait avec la Boudègue, j'aimais beaucoup déjà, c'est-à-dire je connaissais un peu, mais j'aimais à 10 ans le jeu de la flûte gasba, la jawar, longue comme ça, qui accompagnait le chant d'incantation, longue. Et peut-être que le premier exemple de chant et boudègue ensemble, on l'avait fait pour ça. Chant et boudègue, j'avais joué à boudègue, j'ai dit tiens, si je chantais dessus, etc. Parce que j'avais ça dans la tête. Et c'est ces choses-là. Et justement, l'ouverture à quantité d'autres musiques, d'autres choses comme ça, des expériences que j'ai eues après, forcément, fait bon, pour de l'existence. Mon père travaillait en France, donc pendant que j'étais au Conservatoire occitan, en tant que. J'y suis venu pour des cours de langue. Ah, voilà. Je me suis comment. Oui, mais si j'étais arrivé en n'ayant pas dit ça avant, hein, j'ai dit bon, je suis venu au Conservatoire occitan, oui, j'étais étudiant à Toulouse, comme d'autres étudiants de ceci ou de cela. Et puis au cours de langue, et puis, mais seulement voilà, j'ai vu aussi, ou j'ai entendu des choses de musique autour. Et des choses de musique, certaines qui étaient énigmatiques, j'ai dit, bon, moi ça me dit quelque chose, ça. Et ça, les sonorités, je les avais déjà depuis, alors, puis à l'âge du bac, je les avais depuis 18 ou 19 ans. En même temps, mon père travaillait en France, était nommé au Cameroun pour 7 ans. J'y ai passé tous les hivers, ayant pris des contacts immédiats avec des gens qui s'occupaient des danses traditionnelles, musique traditionnelle et le patrimoine en général, culturel de l'ouest du Cameroun, Pays-Bas, Mileke, etc. J'étais étudiant en histoire de l'art. Je me suis énormément intéressé surtout à leur architecture et à leur sculpture. Les profs m'ont dit justement, m'ont dit passer l'hiver là-bas et que je faisais l'examen en fin d'année où je mélangeais l'art du Moyen-Âge européen et la sculpture africaine, très bien. Et j'avais justement, ben voilà, les musiques du monde, justement, quelle musique, les xylophones, les danses en cercle, qu'est-ce que ça signifiait, toutes ces choses-là. Il y avait Rondo à Samata et il y avait danse de levée de deuil au Cameroun à 1 mois ou 2 mois de différence. J'avais un peu tout ça, et puis bon, ben, j'en parlais, je faisais passer, parce qu'en plus, moi, j'apprenais des autres au point de vue musique. La chose qu'il y a, c'est qu'il y avait, quand des instruments de musique, ça sonne faux, ou des choses comme ça, ou alors non, il faut les faire évoluer, il faut les faire évoluer, il faut les faire jouer juste, l'instrument joue faux. Alors, ce qui m'a servi beaucoup, moi je me suis donc après, en même temps, bon, puisque de toute façon je n'écrivais pas la musique et tout, je participais beaucoup à chanter, au point de vue langue, dans les enquêtes, c'était quand même pas mal que je parle gascon, ou au moins que je les comprenne. À l'époque, il faut se mettre aussi, on dit justement le contexte, par rapport aux étudiants de maintenant, dans toute la grande langue, je ne me rappelle pas avoir connu une personne enquêtée qui était capable de finir une phrase en français. Il commençait souvent les phrases en français, mais il ne les finissait jamais en français. Au moment, dans leur discours et tout, ils revenaient en parlant de ça, c'est-à-dire en parlant de leur cornemuse, de leur flûte, ou en parlant de ce qu'on faisait, en regardant les brebis et tout ça. C'était le fifre de toutes ces choses-là. C'était où si on utilisait du sureau, si on utilisait du roseau, tout ça. Là, c'était l'anglaise hollandais qui revenait par-dessus. Et après, dans les Pyrénées, pareil aussi. En même temps, le contexte, à chaque fois, bien sûr, violon. Dans le Haut-Comminges, limite, alors bon, parce que la limite frontalière est avec le Val d'Aran, mais donc c'est entre Saint-Béat et la frontière, pour cause des Aranais, joueurs de violon, qui n'ont jamais voulu jouer du violon. Parce que, c'est étonnant, hein, parce que le violon c'était la fête. Ils ont passé, ils ont chance, en disant voilà, chance, on n'est qu'à 20 km, 15 km du village d'origine, les cousins viennent nous voir en n'ayant pas l'air de venir nous voir à nous. Je parle des années 70, et Franco n'était pas mort. Hein, alors le violon, c'était au temps des fêtes, c'est fini. Hein, ils avaient émigré en 36, 38, 39. Il y a des choses comme ça. D'autres endroits de commerce, ou pour d'autres choses, en faisant des... Alors oui aussi, quand j'avais carrément de l'autre côté de la frontière, quand j'allais voir des gens chez eux, des choses comme ça, soit j'allais les voir parce que je les connaissais présentés par un tel qui me le connaissait, etc., etc., etc. Ah bon, d'accord, et en parlant l'aranais, le gascon avec les variantes locales et tout, très bien. Mais dès que c'est des gens que j'abordais pour les premières fois et tout, eh bien, il y a des gens, je sais qu'ils habitaient, je peux le dire par exemple, écrit, ils habitaient à tel endroit, etc. Ils avaient tel âge à l'époque, mais je n'allais pas leur demander leur nom et leur prénom.
Parce que de suite, ils se méfiaient. Parce qu'on a vu après, comme j'ai travaillé au musée du Val-d'Aran pendant des années à sa fondation, il a fait des expositions, y compris sur la musique, on a vu après, justement, après 1978, que dans les villages, la police locale avait des listes avec écrit en rouge à faire la vie impossible, leur faire la vie impossible. Donc, qu'est-ce qu'il me veut celui-là? Il vient me demander pour la musique, parce que ceci et cela, mais après il me demande mon nom, etc. Non, 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 non. Je veux paraître nulle part. Hein. Je ne veux pas qu'on parle de moi, je veux qu'on me foute la paix, qu'on me laisse tranquille. Si vous le comprenez, ça. Hein? C'était des choses, par exemple, c'est comme si on avait demandé les balles. Il y en a beaucoup qui ont parlé des balles clandestins, hein, en 1940-45, en faisant les. Bon, parce que ils nous disaient je jouais ça, on chantait ça, etc. Quand est-ce que vous le faisiez? Ah, mais dans les Landes, par exemple, je me rappelle, il y en a pas mal qui nous le disaient. En 43, 44, on en faisait un peu comme ça, parce que les Landes, c'est facile d'être loin de tout et de ne pas se faire entendre. Mais il n'aurait pas dit en 43 qu'il faisait des balles clandestines. Il n'aurait pas dit avant 1947-48. Là, tu étais tranquille, tout était oublié. Mais voilà, il y a toutes ces conditions qui comptent. Une chose après, pour la musique, sur les instruments de musique, je me suis beaucoup plus consacré parce que bon, je sentais aussi que j'avais plus de préparation pour ça, et moins pour d'autres. Méthode archéologique. Mais non, mais je dis, j'ai apporté la méthode archéologique dans la recherche, justement. Oui, hein, je dis là, voilà. Ouais. Ouais. Oui, 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 d'accord. Parlant de la méthode elle-même, hein, pas la méthode elle-même, mais là, je dis par exemple, c'est la méthode qui était méthode archéologique pour l'instrument de musique, mais le contexte. Le contexte pour tout le reste. Par exemple, il y a des choses. Si au début, je me rappelle, c'est avec Guy Bertrand le premier avec qui j'ai eu des contacts directs. Et quand j'entendais dire des choses justement sur la musique par rapport à la formation historique, archéologique, histoire de l'art et toutes ces choses-là, et par exemple, présentation des instruments de musique, on présente des flûtes à 3 trous, on présente des viols à roue, et puis on dit, ah non, par exemple, flûte à 3 trous, cornemuse très simple, genre cornemuse andaise, et puis après, maintenant je vais vous présenter un instrument très ancien, et une viole à roue, bien type 18e siècle, j'ai l'attention à la chronologie. Beaucoup de décalage comme ça. Éric Mombel avait dit, première fois qu'il a vu une cornemuse néerlandaise, il a dit, oh ça, c'est pas d'ici, c'est pas de Gascon, c'est des Arabes après la bataille de Poitiers qui l'ont laissé. Il faut avoir étudié un petit peu un minimum d'histoire, des choses comme ça, pour écarter immédiatement ce genre ou alors aussi le laisser au romantisme, hein, parce que c'est aussi une période. Les gens peuvent avoir une vision romantique des choses. Quand on les collecte, justement, quand on les collecte, ils peuvent raconter la version romantique et ils peuvent raconter la version réelle de ce qu'il faut. Et c'est peut-être très bien, parce qu'il y a toujours des regards différents de la personne elle-même sur les choses.